Voilà, donc l'enregistrement a commencé et je vais pouvoir laisser la parole à Philippe. Merci beaucoup Virginie. En introduction, donc je ne vais pas être le seul à intervenir. Moi, je vais principalement faire l'introduction en fait de cette session. Et j'ai deux personnes en fait côté Microsoft qui vont nous accompagner sur cette session. Je vais les laisser se présenter. Mathieu, je te laisse te présenter. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, parfait. Oui, bonjour Mathieu Parfus. Moi, je suis consultant chez Microsoft depuis plus d'une vingtaine d'années et j'avais travaillé sur un mémoire autour des données personnelles et données professionnelles. Donc, Philippe m'a demandé si je pouvais participer. Voilà. Merci Mathieu et Anissa du coup. Bonjour, donc je m'appelle Anissa, je suis Product Marketing Manager et donc je fais principalement de l'UX Design à Microsoft. Voilà. Alors, je vais vous partager mon écran pour démarrer cette session. Hop. Voilà, normalement. Hop, j'ai oublié de rajouter le sous-titrage, je vais en profiter. Hop. Voilà, donc l'idée aujourd'hui, c'est effectivement de parler de la sécurité des données, des communications et de RGPD, hein, ça va être le cœur du sujet. Hop, je vais masquer, pardon, je ne sais plus comment on fait. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est bon. Donc, je vais commencer par vous faire une petite introduction en fait sur ces notions de sécurité de données et de communication et de RGPD. Et on va commencer rapidement par parler des data, hein. Les data, c'est au cœur de toutes les entreprises, hein. Et quand on parle des data, on parle de plein de choses très très différentes. On parle à la fois des données des employés, puisque les employés fournissent entre guillemets un certain nombre de données en interne, et pour certains sont amenés aussi à donner des données en externe à l'occasion d'un certain nombre de choses, hein. Ça peut être des événements, et quand on parle de données, on peut parler d'informations relatives à des formulaires, mais on peut parler aussi d'images, de vidéos, enfin on peut parler d'énormément de choses. On a dans une entreprise aussi, on va collecter des données de nos clients, de nos prospects, on va collecter des données financières évidemment, entre les propositions commerciales, les contrats, les factures, etc. On a de la propriété intellectuelle et c'est encore plus vrai chez des éditeurs logiciels comme Microsoft, puisqu'en fait on ne vit que de propriété intellectuelle. Et puis, ces données, on les collecte ou on les échange à travers les réseaux sociaux, à travers des sites Internet, à travers des formulaires de collecte de données. Lorsqu'on organise, par exemple, des événements, on va être amené à collecter toutes ces informations-là. Donc, les données sont vraiment au cœur de tout business. L'important, c'est d'être en capacité de maîtriser ces données. Quelles sont les données que j'ai le droit de collecter? Est-ce qu'il y a des obligations légales derrière cette collecte de données? Comment je vais sécuriser ces données? Parce que ces données, je vais les stocker. Est-ce qu'elles sont stockées sur des serveurs chez moi? Est-ce qu'elles sont stockées dans des fichiers sur un poste de travail? Est-ce qu'elles sont stockées sous forme de mail? Est-ce qu'elles sont dans le cloud? Enfin bon, il y a plein de différentes situations en fait qui nous imposent finalement de sécuriser ces données. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire aussi avec ces données, hein? Est-ce que j'ai collecté des données, mais est-ce que je vais avoir le droit de faire un emailing avec ces données? Qu'est-ce que réellement j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai le droit de partager avec des collègues ou autres? Est-ce que si je gère un fichier en local pour mes propres besoins, est-ce qu'on va considérer que c'est un fichier aussi avec les mêmes droits, les mêmes problématiques? Et puis, qu'est-ce que je vais faire avec ces données? Est-ce que j'ai besoin de les garder? Est-ce que j'ai besoin de définir des périodes de rétention associées à ces données? Donc, il y a beaucoup de choses. On va regarder donc trois choses dans la présentation, hein. On va parler un peu de conformité, de confidentialité, de gouvernance, de cybersécurité. Donc, ça, c'est pour poser un peu le sujet. On va parler RGPD, puisque l'objectif et le cœur de cette présentation d'aujourd'hui, c'est vraiment RGPD, et on va regarder un peu les éléments fournis par la CNIL. On va regarder aussi qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle, comment on fait pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on doit, entre guillemets, à quoi doit-on faire attention quand on va stocker ces données. Et puis, donc, on finira par une présentation sur la sécurisation de son système d'information, parce qu'en définitive,
si on a des données stockées sur ce système d'information, bien entendu, si on se fait hacker, si on envoie des données par mégarde, etc., on a des problématiques à adresser. Ça veut dire qu'il faut sécuriser cet environnement, et on l'a vu à l'occasion d'un certain nombre de crises, notamment dans des hôpitaux, dans des services publics, etc. Les hackers s'amusent à crypter des données et à réclamer de l'argent pour libérer les données. Donc, quelque part, cette sécurisation du système d'information sont aussi clés dans ce contexte. Quelques définitions: conformité, confidentialité, gouvernance. C'était toi, Mathieu, qui faisait cette partie-là, ou tu veux que je m'en charge? C'était moi qui Ah, faisais les c'était toi. définitions. Comme tu veux. Allez, vas-y, je t'en prie. Ok, alors donc on va pouvoir définir ces 4 termes. Donc ce sont des termes, comme tu as dit, qui sont importants dans le RGPD, la communication des données. Alors est-ce que quelqu'un saurait définir ces termes ou saurait les différencier? Si quelqu'un veut prendre la parole à ce sujet. N'hésitez pas soit à écrire dans le Allez, chat, un soit petit vous volontaire. pouvez, N'hésitez pas à trouver activer vos des... micros pour ce besoin. Exactement. Alors, la conformité, pour commencer. Qu'est-ce que c'est la conformité? Il y a des termes plus faciles que d'autres. Je vois que Inès a levé la main. Inès, je t'invite à désactiver du coup à activer le son plutôt. Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Tout va bien? Oui. Très bien. Alors, pour conformité, j'avoue que c'est celui qui est peut-être où j'ai le moins je suis le moins sûre. Mais donc, pour conformité, ce serait peut-être déjà si toutes les informations, elles sont bien rangées à un même endroit, enfin, à un endroit et correspondent bien à ce qu'on recherche, et si elles sont bien conformes à ce qu'on a demandé. Mais ça, c'est vraiment celui dont je suis le moins sûre. Et les autres? Pour confidentialité, ce serait qui est-ce qui a accès, et donc à quel point, comment est-ce qu'on les transmet. Gouvernance, ce serait qui y a accès concrètement en termes de gestion de toutes les données, et qui demande aussi ces données-là. Et la cybersécurité, c'est comment est-ce qu'elles sont protégées pour éviter des intrusions, donc je ne sais pas, si c'est conservé sur un drive, si c'est conservé avec un mot de passe, ou si c'est conservé avec un lien qui est à disposition de n'importe qui. Voilà, c'est peut-être Ouais, une proposition. merci. Merci pour la tentative. C'est presque ça. Donc dans la slide suivante, justement, il y a les définitions. Alors, la conformité, c'est le respect des réglementations, des lois et des standards. Et donc, la conformité, ça va permettre de garantir que les données, donc par exemple les données d'une entreprise, vont être utilisables et donc qu'elles soient conformes. Pour la confidentialité, c'était exact. Donc, comme tu avais dit, donc c'est le principe que seules les personnes habilitées accèdent aux données donc dont ils ont besoin. Et ça va permettre de garantir que les données ne sont accessibles que par les personnes qui ont les droits et donc pas par n'importe qui. Et donc, qu'elles soient confidentielles et ainsi davantage sécurisées. La gouvernance, ça va être plutôt le fait de suivre des règles qui vont être propres à une entreprise. Donc, ça va être tout ce qui est le code de conduite de l'entreprise, par exemple, ou la charte de la société. Et enfin, la cybersécurité, ça va être le fait de protéger les données, donc par exemple les données d'une entreprise, mais aussi de protéger les employés dans le but de protéger l'entreprise et la société. Et donc, ça va être par exemple de protéger les données RH ou encore les données financières. Voilà pour ces définitions. Un grand merci, Anissa, pour ces définitions. On va laisser la parole à Mathieu sur la partie RGPD. Mathieu, c'est bon pour toi? Allô, allô? Oui, tu as encore le son qui est coupé, donc du coup on peut pas. Ah super. Ah, voilà. Ouais, c'est mieux comme ça. En fait, Merci, Mathieu. tu sais, j'ai une pieuvre, et quand j'appuie sur la pieuvre, ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Merci Philippe. Allez, planche suivante. Alors, tout d'abord, on va mettre un petit disclaimer, parce que un très grand nombre d'informations qu'on va vous montrer là sont des informations qui sont publiques et qui sont tirées du site de la CNIL.
Donc, il faut que vous ayez en tête que concernant le RGPD, c'est vraiment la CNIL qui fait foi sur le sujet. D'accord? Donc, on a essayé de vous faire une petite synthèse, histoire de simplifier le sujet, parce que le RGPD, on va parler de règlement et de texte de loi, et forcément, c'est pas, comment dire, c'est pas très facile à appréhender, et c'est pas toujours amusant. Voilà. Donc, on a tenté de vous faire une synthèse. Cependant, en cas de doute, n'hésitez pas à vous référer au site de la CNIL. Voilà. Planche suivante. Alors, déjà, le RGPD, quels sont ses objectifs? L'objectif numéro 1, c'est de renforcer le droit des personnes. Donc, notamment au niveau de vos données personnelles. Et on fait d'autant plus attention lorsque les données concernent des personnes mineures. En deux, un des objectifs, c'est de responsabiliser les acteurs traitant des données. Et on verra que par le passé, ce n'était pas forcément le cas. Et donc, on va nommer les responsables des traitements des données et les sous-traitants qui vont toucher à ces données. Et enfin, dernier point, on va crédibiliser la régulation avec des termes concernant toutes les autorités qui peuvent protéger les données. Et également, l'objectif, c'était d'avoir un côté transnational, c'est-à-dire que pour toute personne européenne, ces données soient protégées de la même manière. Vas-y, planche suivante. Donc, qui est concerné par le RGPD? Toutes les entreprises et entités sont concernées dès qu'elles sont basées dans l'Union européenne ou qu'elles interagissent avec des données de personnes physiques européennes. Donc, ça peut s'appliquer à une entreprise française qui va gérer des données, par exemple, d'une personne qui habite au Maroc, ou également, ça va s'appliquer pour une entreprise marocaine qui gère des données personnelles de quelqu'un qui serait basé en Espagne, par exemple. Donc, le RGPD, il est en vigueur depuis le 25 mai 2018 et il remplace une directive sur la protection des données personnelles. Alors, pourquoi c'est important de comprendre qu'est-ce qu'un règlement et qu'est-ce qu'une directive? C'est que un règlement, il est directement applicable dans l'ensemble de l'Union européenne. Et il ne nécessite pas de transposition dans les différents États membres. D'accord? Donc, vous avez tous entendu parler de directives européennes. En fait, pour qu'elles soient applicables dans le pays, il faut que le Parlement du pays la valide. Dans le cas d'un règlement, elle est applicable de suite. Et également, il faut comprendre que tous les traitements autour de la donnée qui pouvaient exister avant la mise en œuvre du RGPD, doivent être mis en conformité avec les dispositions du règlement. Donc, on vous a mis tout un ensemble de liens, si vous voulez creuser un peu plus le sujet. Cependant, on ne peut pas tout mettre parce que sinon, la presse aurait dû durer 2 ou 3 jours, hein, je pense. Planche suivante, Philippe. Alors, CNIL et RGPD. Donc, je pense qu'on a tous entendu parler de la CNIL. La loi, en fait, la CNIL, l'histoire de la CNIL est assez intéressante. Si vous avez 5 minutes pour regarder sur le site Wikipédia, vous verrez qu'il y a eu un grand nombre de débats qui ont amené à la création de la CNIL. Et entre autres, ça a commencé avec un fichier que l'INSEE voulait construire qui aurait mêlé des données du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité sociale, des impôts. Et à ce moment-là, il y a eu comment dire, un gros débat autour du Big Brother de 1984. On veut surveiller tout le monde. Et au fur et à mesure, des sujets qui avaient été un peu mis sur le tapis sont ressortis. Et au final, on a créé la loi informatique et liberté. D'accord ? Et donc, elle concerne les droits des particuliers en 4 points. Le droit à l'information, le droit d'opposition, le droit d'accès et le droit de rectification. D'accord ? Et donc, quand le RGPD est arrivé,
eh ben, la loi a été mise à jour pour intégrer les dispositions liées au RGPD. Et la CNIL est, j'ai envie de dire, le garant du RGPD. C'est-à-dire que le RGPD demande à ce qu'il y ait une entité par pays membre qui soit le référent par rapport à ce règlement. Et en France, c'est la CNIL. Donc, je ne sais pas si certains d'entre vous partagent mon âge. Hein. Ça ne doit pas être ton cas, Anissa, mais moi, je me souviens toujours, quand j'allais chez les clients, on nous disait le fichier, il faut le déclarer à la CNIL. Et en fait, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'à chaque fois que vous créiez un fichier Excel ou une base SQL dans laquelle vous alliez stocker le nom des personnes, de vos employés, de vos clients, ben, en toute logique, il fallait la déclarer à la CNIL. Donc maintenant, grâce au RGPD, ce n'est plus obligatoire. D'accord? Ce n'est plus obligatoire. Pourquoi? C'est parce que on indique maintenant que les acteurs deviennent responsables de leurs données. D'accord? Mais quand vous êtes responsable de ces données, ça veut dire que maintenant, vous avez des impératifs. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a quand même des domaines d'activité sur lesquels il faut faire attention, entre autres, dès qu'on touche au secteur de la santé, et dès que vous voulez référencer, j'ai envie de dire, au niveau de l'État, je ne sais pas, par exemple, tous les enfants de moins de 18 ans, ce genre de choses, dans ces conditions, il faut quand même faire des déclarations à la CNIL. Et aussi, autre point important, le RGPD ne remplace pas les lois informatiques et libertés contrôlées par la CNIL, qui existent toujours. D'accord? Donc, la responsabilisation des acteurs, ça signifie que toutes les administrations, sociétés, associations traitant des données à caractère personnel, mais aussi les prestataires et sous-traitants, sont désormais pleinement responsables de la protection des données qu'ils traitent. D'accord? Donc, maintenant, vous êtes responsable de ce que vous stockez. Et donc, derrière, il vous appartient d'assurer la conformité au RGPD dans le traitement des données tout au long du cycle de vie de la donnée. Et il faut être également en mesure de démontrer que vous êtes conforme. J'imagine que le sujet n'est pas évident. Il y a peut-être déjà une ou deux questions sur le sujet. Je ne vois pas dans le chat, mais n'hésitez pas à prendre la parole. Hein, sentez-vous libre d'activer votre micro. D'accord. Alors, planche suivante. Alors, les sanctions, on est obligé d'en parler. Et vous en avez peut-être déjà... Je suis désolée, Mathieu, je me permets de te couper. Il y avait des questions que je n'avais pas vues qui étaient arrivées avant. Du coup, celle de Stéphanie qui demande quelle différence entre un règlement et une directive. Alors, c'est ce que j'avais indiqué dans la présentation. En fait, le règlement est applicable de suite, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'un vote au Parlement du pays. Ok. D'accord. Stéphanie, n'hésite pas à prendre la parole si jamais tu as davantage de questions ou si ça ne répond pas exactement à ce que tu te demandais. En fait, une directive, c'est une recommandation. Et en fait, derrière, si le Parlement vote cette directive, ça devient une loi. Mais si on est dans le cas d'un règlement, le règlement va s'appliquer à tous les États membres, quelle que soit leur réglementation locale. Elle va d'ailleurs être prioritaire par rapport à la réglementation interne du pays. La réglementation, elle va primer sur les lois d'un pays, en fait. Ok, ça marche. Merci beaucoup pour ces réponses et je vois que ça répond à la question de Stéphanie dans tous les cas parce qu'elle disait, elle nous répond dans le chat, j'ai posé la question au moment de la réponse. Donc voilà, pas de souci de son côté. Je vous laisse poursuivre du coup. Ouais, il y a Chris qui pose une question aussi. Donc il dit, dans les faits, il y aurait des implications spécifiques pour la plupart des entreprises dues à la loi CNIL indépendante de la RGPD. Ouais, c'est question. Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu la question. Je ne suis pas sûre d'avoir compris aussi. Est-ce que Chris, tu voudrais prendre la parole pour nous expliquer plus en détail ta demande? Oui, M. Parfou avait précisé que la réglementation ne se substitue pas à la loi CNIL
de 78 qui avait été modifié au regard de l'RGPD, est-ce que la loi CNIL porte toujours des contraintes effectives? Oui. Alors, moi, ce que j'en ai compris, oui. D'accord. Donc, la CNIL comporte un certain nombre d'éléments auxquels il faut se référer. C'est simplement qu'elle a été mise à jour pour intégrer le RGPD. D'accord. Et il n'y a pas que le RGPD dans la loi de la CNIL. Ça va, c'est clair? Est-ce que Chris, ça répond à ta question? En fait, la réponse, c'est quoi? C'est Globalement. oui, si j'ai bien compris. Oui, la loi de la CNIL a été mise à jour pour intégrer le règlement, le RGPD. Mais à côté de ça, il y a tout un tas d'autres règles dans la loi de la CNIL qui s'appliquent. La loi de la CNIL comprend et le RGPD et d'autres éléments. OK? C'est bon pour toi, Chris? En fait, globalement, j'aurais voulu avoir une idée de quels autres éléments, grosso modo. Ah, eh ben, je pense que j'avais laissé les liens. Il suffit de cliquer, vous verrez. Entre autres, un peu ce que je disais, le secteur de la santé. Et après, ben, il suffira de regarder sur les liens que j'avais indiqués. Vous aurez plus de descriptions. Super. Est-ce qu'on pourra transmettre les documents après? Oui, Pour que- oui, je redonnerai la présentation, je crois que je l'avais transmise, donc il doit y avoir les liens Oui, dedans. oui, ok. On le transmettra aux participants. Super. Ouais. Comme ça, Chris, tu pourras cliquer sur les liens dont parle Mathieu. D'accord? Alors, planche J'ai suivante. aussi une autre raison, désolée, je vous interromps encore, de la part de Stéphanie qui demande quel est le cycle de vie d'une donnée suivant sa nature et sa source, c'est-à-dire la durée de vie. Donc, elle dit données d'un client, données d'un prospect. Alors, on en parle un peu plus loin. On parle plus Ah, loin. d'accord, super. Bah, parfait. Je vous laisse poursuivre. D'accord. Alors, les sanctions, ça peut faire peur. Bon, on en parle pour que tout le monde l'ait en tête. Et c'est ce qui explique pourquoi dans les grands groupes, il y a eu tout de suite une prise en compte du RGPD, car les sanctions avaient un lourd impact en cas de non-respect. Donc, entre autres, dans le cadre d'une procédure ordinaire, les sanctions peuvent s'élever à 20 millions d'euros ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires annuel mondial. Donc, je ne sais pas si vous imaginez le chiffre d'affaires, par exemple, de Microsoft. 4% du chiffre d'affaires mondial, ce que ça peut représenter, quoi. Donc, tous les gros groupes se sont mis en ordre de marche pour mettre à jour tout leur processus et tout leur traitement de données. Par contre, forcément, bah, dans les petites, les structures moyennes et puis toutes les plus petites structures, c'est plus compliqué, d'accord? Et moi, je le vois parce que j'interviens beaucoup dans les ministères. Parfois, dans les ministères, c'est toujours pas en place, quoi. Donc, ce qu'il faut avoir en tête dans la procédure ordinaire, c'est que les sanctions peuvent être rendues publiques et la CNIL, quand elle se réunit, dans le cadre d'une formation restreinte, elle peut faire un rappel à l'ordre, elle peut enjoindre la mise en conformité, y compris sous astreinte, c'est-à-dire que vous avez un paiement par le nombre de jours où vous ne respectez pas, et elle peut vous imposer à limiter ou stopper un traitement, elle peut suspendre le flux de données, et elle peut procéder à une amende administrative. Mais à côté de ça, on a quand même une procédure simplifiée qui permet des sanctions moins nombreuses et moins sévères, qui ne sont pas rendues publiques. Et dans ces conditions, le président il va faire un rappel à l'ordre, il peut rappeler le besoin d'être mis en conformité avec une possibilité d'astreinte, et il peut prononcer une amende administrative. Donc voilà, donc là encore, on vous a mis un lien
sur le site de la CNIL si vous voulez avoir plus d'informations sur les sanctions. Et on vous expliquera après ce qu'il faut faire pour les éviter, quoi. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? Donc, une donnée personnelle, c'est toute information qui se rapporte à une personne physique identifiée ou identifiable. Donc, il faut vraiment le considérer au sens large. Donc, on peut identifier une personne de manière directe. Je connais votre nom, votre prénom, je connais votre adresse. Ou de manière indirecte. C'est-à-dire que je suis capable de faire un recoupement entre votre numéro de téléphone, le lieu où vous habitez, l'association à laquelle vous adhérez, ou potentiellement la voix ou l'image. D'accord? Et donc, un numéro de sécurité sociale va permettre de vous identifier au travers d'une seule donnée. Et puis, la date de naissance avec votre adresse peut vous permettre de vous identifier en recoupant les données. Donc, les données personnelles concernent tout ça, c'est-à-dire tout ce qui permet au final de vous retrouver. Donc, traitement d'une donnée personnelle. C'est quoi un traitement? C'est tout ce qui concerne la collecte, l'enregistrement, la modification, la diffusion, la consultation, la transmission. Exemple, renseigner un fichier client, collecter des coordonnées de prospects ou mettre à jour un fichier de fournisseur. Par contre, une liste d'entreprises n'est pas assujettie au RGPD. Il n'y a pas de personne derrière, d'accord? Il n'y a pas de personne physique. Et les données financières, par exemple, votre numéro de carte bleue, je ne sais pas, par exemple, suivent un règlement qui est différent. D'accord? Et dans ces données personnelles, on va avoir des données qu'on va appeler sensibles, qui sont interdites d'être recueillies, sauf exception. Il y a toujours des exceptions, mais entre autres, c'est tout ce qui peut concerner la race, le côté ethnique, les opinions politiques, religieuses, les données de santé, génétique, les orientations sexuelles, etc. Vous pouvez avoir des exceptions qui vous permettent de les stocker, mais là encore, cliquez sur le lien qu'on vous a donné. Par exemple, on peut très bien comprendre qu'un médecin, il a besoin de stocker des données de santé. Voyez. OK. Alors, maintenant, je suis une TPE. Concrètement, que faire? Donc déjà, est-ce que je suis concerné? La réponse, c'est oui. Les TPE sont concernés. On vous a mis un lien, encore une fois, c'est tous les liens de la CNIL qui sont assez intéressants, qui sont très bien faits, qui sont assez, j'ai envie de dire, didactiques. Donc, n'hésitez pas à les parcourir si vous voulez creuser le sujet. Donc, ce qu'on peut faire pour assurer le respect de droits des personnes, le RGPD, il prévoit des droits spécifiques qu'il faut respecter. Tout d'abord, il faut que vous informiez les personnes lors de la collecte d'une donnée personnelle, avec des mentions à inscrire sur les formulaires et questionnaires qui peuvent renvoyer sur une politique de confidentialité ou une page vie privée. D'accord? La politique de confidentialité est obligatoire. On appelle la transparence des traitements. Et ça correspond à l'article 12 du RGPD. Donc ensuite, il faut que vous autorisiez, que vous permettiez des droits qui étaient évoqués par la CNIL, qui concernaient l'accès, la rectification, l'opposition ou l'effacement de la donnée. Donc si je vous sollicite pour dire merci d'effacer toutes les données que vous avez me concernant, vous devez le faire. Et vous devez le faire sous un mois. C'est obligatoire. Et Mathieu, il y a quelqu'un qui demande dans le chat, donc Hervé demande, outre les TPE, est-ce que ça concerne aussi les associations? Alors, sur la CNIL, sur cette page-là, non, il ne parlait pas des associations, hein, c'était vraiment un lien orienté TPE. Par Ok. contre, au tout début, on a vu que les associations doivent respecter aussi le RGPD. Donc, Ok.
Oui, oui, ça D'accord? marche. C'est simplement, on est parti du principe qu'une association, potentiellement, n'avait pas forcément une grosse taille. Donc, je pense il vaut mieux, dans le doute, de toute façon, faire le maximum pour respecter le RGPD, hein. D'accord. D'accord? Très bien. Donc ensuite, il faut sécuriser les données. C'est-à-dire que si vous avez un fichier avec le nombre, avec le nom de tous vos clients et des données sensibles, il ne faut pas s'amuser à le laisser accessible depuis Internet ou j'ai envie de dire, sur un poste de travail sur lequel il n'y a pas d'authentification ou sur une clé USB que vous laisseriez traîner. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, on parle, il y a un terme qui est assez connu dans le monde de la sécurité qui s'appelle CIA, qui signifie Confidentiality, Integrity, Availability. Donc, ça recoupe un peu les définitions qu'on vous a données au début. Confidentialité, c'est vraiment s'assurer de la perte de qui a accès à la donnée. L'intégrité, c'est s'assurer que la donnée n'a pas été altérée. Hein, typiquement, quelqu'un qui modifierait le fichier pour dire que, je ne sais pas, imaginons que vous stockiez le salaire d'une personne, quelqu'un qui aurait été en capacité de modifier cette valeur. D'accord ? Il faut qu'on soit sûr que la donnée est intègre, qu'elle n'a pas été modifiée par quelqu'un de malveillant, quoi. Et availability, c'est la notion de il faut que la donnée soit disponible, au sens il faut que les ayants droit puissent accéder à la donnée. D'accord? Et quand on sécurise, souvent, ce qu'on essaye de faire, c'est anonymiser, pseudonymiser, et puis ensuite, il faut évaluer et tester ces systèmes, quoi. Alors, anonymiser, typiquement, si vous faites, je sais pas, une analyse pour savoir dans telle région, si les gens, par exemple, je sais pas, ils mangent plus de glace, potentiellement, on n'a pas forcément besoin de stocker le nom de la personne. D'accord? Donc, le fait de dire que dans telle région, il y a X personnes qui aiment les glaces, sans stocker le nom de la personne, ça va nous permettre d'anonymiser la donnée. D'accord? Parce qu'après, à la limite, on va peut-être se moquer que Monsieur X, il aime bien manger des glaces. En fait, ce qui compte, c'est plutôt d'avoir des gros ratios. Pseudonymiser, c'est un peu l'idée d'avoir deux bases différentes. Vous avez une base sur laquelle vous faites vos traitements, tout ça. Mais après, vous avez une base qui contient vos clients ou vos fournisseurs, qui est une base à côté. Et la première base y fait référence. Et vous protégez beaucoup plus la base qui contient l'ensemble de vos clients. D'accord? Évaluer ou tester. Alors là-dessus, à part faire des audits ou regarder les outils que pourraient vous mettre à disposition les éditeurs ou faire appel à des sociétés spécialisées. Si vous n'êtes pas experte, il n'y a pas 36 solutions, hein. Il y a Stéphanie qui demande dans le chat concrètement comment sécuriser en tant que TPE. Alors, on va en parler un petit peu plus loin parce que le RGPD donne des conseils. D'accord? D'accord. On en parle un petit peu plus loin. Mais le sujet est pas évident, hein, donc c'est pour ça que ça peut paraître un peu verbeux comme présentation. Mais dès qu'on parle de texte de loi et de règlement, c'est toujours le cas, hein. Donc, il faut que les entreprises soient transparentes quant à leur utilisation de données personnelles et qu'elles respectent le droit des personnes. Et il faut éviter les critiques parce que on connaît tous le bad buzz qui peut être fait sur un réseau social. Et puis, il faut éviter que les gens se plaignent auprès de la CNIL. Donc, typiquement, vous avez un fichier client, il ne faut pas s'amuser à le vendre si les utilisateurs derrière n'ont pas donné leur consentement, quoi. Vous voyez ?
Alors, se documenter, on vous a remis encore 2 liens. Le lien sur l'analyse d'impact, il est sans doute, pour des TPE, il est sans doute trop complexe, mais c'est pour vous donner un peu une idée de ce qu'on fait, nous, en termes d'analyse de risque. On va analyser les risques et on va voir comment on se prémunit contre les risques. Planche suivante, s'il te plaît. Alors, ça, c'est une image qu'on a tirée de la CNIL que je trouve très bien faite. Donc, en 1, il va falloir que vous constituez un registre de vos traitements de données. Oui, Mathieu, juste dans le chat, il y a 2 personnes qui se demandent est-ce que pour la sécurité, un mot de passe, ça suffit? Alors, Anissa en parlera tout à l'heure. D'accord. Mais concrètement, oui et non, parce que derrière, ça va. Qu'est-ce qu'on appelle un mot de passe? En fait, est-ce que c'est un mot de passe d'un client qui peut changer ses données? Est-ce que c'est un mot de passe pour les administrateurs qui ont accès à la donnée? Mais tout ça, ça ne suffit pas parce qu'il faut qu'on sache qui sont les administrateurs qui ont accès à la donnée, qui sont éventuellement, je ne sais pas, les responsables marketing qui ont accès à la donnée. Vous voyez, ça va plus loin qu'un mot de passe. Ça va vraiment à bien identifier qui fait quoi avec les données, au-delà du mot de passe. Le mot de passe, j'ai envie de dire, c'est le prérequis qui vous permet de vous authentifier sur un système, mais ce n'est pas ce qui va permettre de vérifier que vous avez le droit d'accéder à la donnée. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est un terme aussi qu'on utilise beaucoup dans le monde de la sécurité, qui est je m'authentifie et ensuite je valide les autorisations que j'ai. OK? Ok. C'est un triple A en anglais. Alors, en 1, on va constituer un registre qui va lister l'ensemble du traitement de données que vous avez. Ensuite, on vous conseille de faire le tri dans vos données parce qu'il est plus que probable que vous ayez tout un tas de données que vous ayez stockées au cas où. Mais en fait, le RGPD vous dit, vous ne devez pas stocker des données au cas où, vous devez stocker uniquement les données dont vous avez besoin. D'accord? Typiquement, vous me demandez si j'ai des enfants. Ben, de quel droit vous me demandez si j'ai des enfants si derrière, vous n'avez pas de besoin par rapport à cette information? D'accord? En 3, on respecte le droit des personnes. Et puis en 4, on sécurise les données. D'accord? Et là encore, je vous recommande par où commencer. Les sites de la CNIL sont vraiment bien faits sur le sujet. Planche suivante. Alors, ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est, et ce qu'on recommande de faire, c'est de nommer ce qu'on appelle un DPO. C'est un délégué à la protection de la donnée, qui peut être interne ou externe. Hein. Ça peut être quelqu'un, je ne sais pas, dans le service juridique de l'entreprise d'avocat, par exemple, auquel vous faites appel, ou ce genre de choses. Ou si vous êtes dans une TPE, vous avez 3 personnes, vous allez peut-être nommer une personne comme étant référent DPO. D'accord? Et pour constituer le registre, hein, donc toute votre base qui va lister l'ensemble des traitements, sur le site de la CNIL, vous avez des exemples de fichiers ODS, ou vous pouvez transformer en Excel, hein, mais je vous ai mis des exemples dans les planches suivantes. Alors, est-ce que j'ai une dérogation si mon entreprise fait moins de 250 salariés? Oui, mais uniquement sur les traitements occasionnels. Donc, ça reste obligatoire pour tout ce qui est non occasionnel. Par exemple, la gestion de la paye, la gestion des clients, des prospects et des fournisseurs. Et puis également pour tout ce qui pourrait avoir un risque pour les droits des personnes et de leur liberté. Et c'est obligatoire, évidemment, si vous traitez des données sensibles. Donc, en fait, ce qui est indiqué sur le site de la CNIL, c'est qu'en pratique, on vous recommande fortement quand même de référencer l'ensemble des données, des traitements de données personnelles que vous avez.
Planche suivante, Philippe. Alors là, c'est vraiment l'exemple du fichier registre dont je vous parlais. Donc, il va falloir que vous nommiez le responsable de votre organisme, coordonnées du représentant, coordonnées du DPO, et ensuite, vous allez commencer à lister les traitements que vous avez autour des données personnelles. D'accord? Donc ça, c'est, j'ai envie de dire, le premier onglet de la feuille Excel. Excuse-moi Mathieu, si Oui. on parle un peu des traitements, du coup, ça peut être par exemple insertion d'un nouveau collaborateur dans le fichier ou suppression d'un collaborateur qui serait parti. Ça, c'est des traitements associés à ces données, c'est ça? Oui. Ou, reporting? Alors, en fait, c'est tout traitement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Dès que tu accèdes à de la donnée personnelle, c'est un traitement. Oui. D'accord? Là, l'exemple, tu vois, là, c'est la gestion de la paye. Gestion de la paye, calcul des rémunérations, calcul du montant des versements adressés aux organismes sociaux. C'est un traitement. Tu vois. Et si tu vas sur la planche suivante, on rentre. Donc là, ça vous permet de lister, j'ai envie de dire, l'ensemble des traitements que vous avez. Et ensuite, par traitement, vous allez rentrer un peu plus dans le détail. Ça peut paraître comme ça compliqué, mais en fait, si vous êtes une TPE, si ça se trouve, vous n'avez pas tant de données que ça. Et donc, ça peut ne pas prendre beaucoup de temps en fait à lister. D'accord? Planche suivante. Il y a Chris qui posait une question à nous dans le chat et il dit la CNIL proposait un logiciel libre intranet pour maintenir le recensement des données et traitements relatifs à la RGPD. Est-ce que c'est toujours d'actualité? J'ai pas vu référence. Je dis pas qu'il n'existe plus ou pas, mais j'ai pas vu référence à un outil. D'accord. Hein. Merci. Vraiment, ce qui est mis en avant, là, c'est le fichier registre. Là. D'accord. D'accord. Donc, si ensuite on veut aller plus loin, il y a une notion de consentement derrière qui est, vous le savez tous, quand vous allez sur un site web, on va vous demander d'autoriser les cookies. D'accord? Donc, on vous a mis un lien sur les règles à suivre par rapport au consentement lié aux cookies. Et ce qu'on va vous recommander, c'est de toujours garder une trace de tout consentement obtenu. C'est-à-dire d'être en mesure de prouver que vous avez obtenu le consentement. Et puis, il faut toujours prévoir le fait de pouvoir supprimer le consentement lorsque quelqu'un va le demander. Ensuite, si on traite des données sensibles, comme la santé, il va falloir vraiment travailler avec votre service juridique et le DPO pour analyser plus en détail ces données, les traitements qui sont faits derrière. Et en cas ce qu'on recommande souvent, c'est d'être prêt dans le cas où, en fait, pour une raison X ou Y, vous n'auriez pas respecté le RGPD. Donc, c'est-à-dire de prévoir les modèles à utiliser, de montrer que les fichiers ont été remplis. Vous voyez, que vous aviez tout fait pour éviter que ça se produise, quoi. Et également, il faut respecter le délai que vous donne la CNIL de 72 heures dans le cas où elle vous informerait d'une violation, quoi. OK. Les sanctions, donc toujours accuser réception pour toute demande. Hein, demande je sais pas, d'un de vos clients, d'un de vos fournisseurs, toujours accuser réception, dire vous avez pris en compte la demande. Et comme on l'a déjà dit, montrer sa bonne volonté avec la CNIL. D'accord?
Alors ensuite, on s'est permis de vous mettre un ou deux liens sur comment Microsoft pourrait vous aider par rapport au RGPD. Pourquoi? C'est parce que typiquement, vous voyez, sur Office 365, si vous stockez un peu de données personnelles, on a des outils qui peuvent vous dire attention, vous stockez de la donnée personnelle, ou ce genre de choses. Et également, nous, comment on va traiter vos données personnelles, c'est-à-dire vous en tant que client. Donc, on se doit de respecter en tant qu'entreprise tous les audits de conformité. Et donc, il y a le RGPD, mais il y en a tout un tas d'autres, surtout aux États-Unis. Et donc, on vous donne les règlements qu'on respecte, nous, Microsoft. Dans le sas, il y a une question pour toi, Mathieu. C'est Rokia qui prend la parole et qui dit, qui se demande pour une TPE qui fait des ateliers de prévention et d'éducation nutritionnelle auprès de mineurs. Elle dit qu'elle collecte de la donnée sur les habitudes alimentaires, finalement, des mineurs. Donc, est-ce qu'elle est concernée par la RGPD? Et elle précise qu'il s'agit d'adhérents d'associations sportives. Donc, c'est des jeunes qui faire du sport. Et elle dit, nous avons l'accord des assos. Il faut aussi avoir l'accord de chaque enfant qui fait un quiz ou un parcours éducatif. C'est très précis. Ouais, c'est très précis. Pour les enfants, c'est un accord de responsable légal, de toute façon, qui est obligatoire. Et à partir du moment où ils sont inscrits dans une association, ils ont dû signer cet accord. Logiquement, à partir du moment où on fait partie d'une association, on est censé signer la charte. Et dans les chartes d'association, c'est forcément indiqué. Ok, mais alors, finalement, Rokia, elle serait un peu prestataire des associations, si j'ai bien compris, pour son projet. Rokia, peut-être que je peux te laisser prendre la parole parce que tu en parleras mieux que moi. Et comme les questions sont assez précises. Oui, bonjour. Merci. Alors, en fait, nous, nos bénéficiaires, ce sont les associations sportives, donc auxquelles on a fait signer un accord de traitement de données. Et en fait, en assistant à l'atelier, je me suis dit, mais l'accord de l'association, et pas forcément de chaque adhérent mineur. Mais vous avez répondu à la question, en fait, à partir du moment que les parents ont inscrit leurs enfants, c'est ce que l'association m'avait expliqué, c'est qu'en fait, eux, ils ont déjà contracté avec les parents qui leur donnent l'accord pour le traitement de la donnée et l'utilisation du droit à l'image. Et en fait, ils nous transfèrent en fait l'ensemble des accords qui sont obtenus. En fait, vous êtes sous-traitant de l'association, enfin des associations qui vous fournissent les données. Ouais. Et donc, en tant que sous-traitant, eux ont une responsabilité de déclaration puisque vous êtes sous-traitant de l'usage de ces données. Donc, ils doivent, eux, de leur côté, dans leur traitement, commenter, en fait, enfin, documenter, entre guillemets, le fait que vous avez accès à cette donnée. Et après, dans l'idéal, il aurait fallu que la donnée puisse être au minimum pseudonymisée ou anonymisée pour éviter de pouvoir faire un recoupement global avec toutes les informations qui auraient été collectées par l'association. Ça aurait été mieux que de récupérer des données personnelles précises. Donc, il aurait plutôt fallu qu'il y ait un identifiant et les informations associées à ces identifiants, mais que le nom, prénom, par exemple, de l'enfant soit stocké uniquement côté association. Oui. En fait, moi, aujourd'hui, je ne stocke pas du tout les noms, prénoms des enfants. C'est-à-dire qu'ils remplissent au fur et à mesure les questionnaires. Et moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est surtout de pouvoir analyser leurs habitudes alimentaires sur une tranche d'âge déterminée. Donc, c'est une anonymisation. Donc, dans ces conditions, il n'y a pas de recoupement et il n'y a pas de remontée possible vers l'individu. Donc, c'est, entre guillemets, plus problématique. Merci. Parce que le but, c'est vraiment pas de rattacher l'identité des enfants aux réponses. Et justement, comme c'est anonyme, en fait, ça permet aussi une plus grande liberté de réponse de la part des enfants, tout simplement. Tout à fait. Mais je pense que par contre, il doit falloir, Mathieu, à mon avis, dans les fichiers qui seraient à fournir à la CNIL en cas d'audit, informer de ce traitement. C'est-à-dire le fait d'avoir un fichier contenant des informations anonymisées
ça doit faire partie de la documentation probablement que la CNIL serait en droit de demander. Je pense qu'il faut surtout être en mesure de prouver que c'est anonyme. Oui. Bah, en fait, il n'y a pas, dans les quiz, il n'y a pas de prénom, nom de famille, ni d'âge, parce que moi, comme je sais dans quel club j'interviens, sur quelle tranche d'âge, en fait, c'est moi qui ensuite fais le recrutement, on va dire, de manière naturelle. Mais sur les quiz, je leur demande pas de m'indiquer leur nom, prénom, lieu d'habitation ou âge, en fait. Oui, mais Parce il que pourrait y d'office, avoir, ça- si ces questionnaires sont des questionnaires numériques, il pourrait y avoir une notion de cookies qui permettrait de faire le lien avec Ah ouais, c'est des l'ordinateur. questionnaires numériques, oui, tout à fait. Ouais. Ah Donc, c'est là où il peut y avoir un recoupement potentiel. Une adresse IP, d'accord. par Et en exemple, qui serait stockée dans un cookies ou des choses comme ça qui pourraient poser problème. Ça reste tordu quand même. Ça reste tordu, mais oui, mais voilà, il y a quelques risques en fait, et je pense qu'il va falloir qu'on étudie un peu plus sérieusement la question, parce que nous, on utilise des Google Forms, des choses très simples en fait pour pouvoir collecter de la donnée. Mais je suis obligée en même temps de collecter cette donnée pour savoir d'où je pars et comment je peux les accompagner. Mais je vais me rapprocher d'un conseil juridique pour bien creuser la question. Merci. Ouais. Mais en tout cas, bon, si c'est anonymisé, j'ai envie de dire qu'il n'y aurait presque pas à remplir le fichier de registre, hein, en soi. Le fichier, en soi, il est fait pour le traitement de données personnelles. Donc après, s'il y a un doute, on peut toujours le préparer, hein, ça ne coûte pas grand-chose. Mais comme le disait Philippe, bien travailler cette notion de cookie, surtout. Je pense. Philippe a raison, il y a des cookies parce qu'en fait, avec le QR code, ils le font avec le club sportif, mais ils peuvent le faire également chez eux, avec les parents. Et là, l'atelier sert bien parce qu'effectivement, il y a des cookies qui traînent et on pourrait se faire taper sur les doigts à cause de ça. Rocky, en tout cas, moi, je reste à la dispo si tu as besoin de contacter un avocat. Je me ferai signe. Et puis, je laisse la parole à Mathieu pour poursuivre, peut-être. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour du sujet purement RGPD. On a une dernière question du coup sur ce thème-là de Hervé dans le chat. Il demande si les données personnelles sont traitées dans une solution SaaS, je le prononce peut-être mal. SaaS, ouais. À qui incombe les déclarations, à l'éditeur ou au client ou l'utilisateur? Alors, c'est une bonne question. En fait, je peux préciser, si tu veux, je peux préciser ma question. Non, mais dans le cadre de données de santé en plus. Ouais, je pense comprendre. En fait, j'ai des données qui correspondent à des personnes avec des données de santé, mais je les stocke dans une feuille Excel qui est hébergée sur un cloud. Non, c'est même pas une feuille Excel. Non, c'est un logiciel métier. On va prendre un logiciel métier lambda qui est complètement opéré en SaaS. Ce logiciel gère des dossiers utilisateurs, on va dire, pour un certain nombre de fonctionnalités. Tout est stocké chez le provider. L'éditeur connaît ses traitements. Et il y a un moment, quelqu'un qui est utilisateur de cette solution qui va rentrer des données et qui va les exploiter. Oui, dans ces conditions. Qui doit déclarer quoi? Alors, dans ces conditions, il faut que l'hébergeur, de mon avis, respecte c'est les normes ISO 27001. C'est-à-dire qu'il doit dire que lui, il ne peut pas accéder à la donnée. Il n'a pas de moyen d'accéder à les données, ou s'il a les moyens, qu'il a tout mis en place pour que ce soit très compliqué. C'est-à-dire qu'une seule personne ne peut pas accéder à la donnée, elle est obligée de demander l'autorisation à une autre personne, voire au client, pour accéder à la donnée. D'accord? Donc, j'aurais envie de dire que ça, c'est le côté purement hébergement de la solution.
Par contre, le traitement des données personnelles qui est fait, là-dessus, c'est très clair. Si vous signez un engagement, par exemple, avec Microsoft, on va vous dire le client est responsable de ces données. Donc, c'est vous qui êtes responsable des données. D'accord? Donc, vous, encore une fois, vous n'avez pas de déclaration à faire à la CNIL. Vous avez à vous préparer, c'est-à-dire remplir le fichier que je vous ai montré, vérifier si ce sont des données de santé, si vous ne rentrez pas dans d'autres cadres en termes de données sensibles, d'accord? Et puis voilà, hein, j'ai envie de dire. Et si vous avez un doute, encore une fois, vérifiez sur le site de la CNIL, demandez à un DPO, quoi. Demandez à un DPO ou un service juridique. Mais en tout cas, c'est vous qui êtes responsable de vos données. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à la partie de comment sécuriser son système d'information. Donc, l'une des premières questions qu'on va pouvoir se poser, c'est pourquoi il est important de sécuriser son système d'information aujourd'hui. Donc, il faut savoir que les cyberattaques augmentent de jour en jour. On a une entreprise qui fait face à environ 2 failles de sécurité par an. Et, et c'est avec ces failles-là de sécurité que les cyberattaques vont justement avoir lieu. Ensuite, on a les cyberattaques qui vont être multipliées, qui ont été multipliées par 4 en 2020. Et on a une entreprise attaquée sur 6 qui estime que la viabilité de son entreprise va être menacée à cause de justement une cyberattaque. Mais pourquoi finalement on a cette augmentation soudaine de cyberattaques? Eh bien, c'est parce qu'on va faire face aujourd'hui à de multiples transformations au niveau des entreprises. Donc, on va avoir 3 transformations majeures qui vont avoir un impact sur le plan de la cybersécurité. Donc, la première transformation, ça va être la transformation digitale. Donc, ça va imposer le fait que les attaques, donc les cyberattaques, vont augmenter et vont être de plus en plus sophistiquées donc par le digital. Donc, par exemple, des données qui avant n'étaient pas disponibles en digital vont l'être aujourd'hui et donc vont devoir faire face à d'éventuelles cyberattaques. La deuxième transformation, ça va être la transformation du cloud. Avec cette transformation-là, on va rencontrer un problème qui va être lié aux outils de sécurité donc existants, qui ne vont pas être tous encore adaptés aux infrastructures donc du multi-cloud et de l'hybride. Et ça peut amener à des failles de sécurité. Et enfin, la troisième transformation, c'est la transformation de la sécurité. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir énormément de trafic et énormément d'outils qui vont être utilisés, donc par exemple au sein d'une entreprise. Et ça peut amener à une plus grande exposition aux cyberattaques. Donc, toutes ces transformations vont également changer notre façon de travailler. Donc, on peut voir ça dans la slide suivante. Donc, ça a été bien évidemment accéléré avec le Covid. Donc, même si certaines personnes commencent aujourd'hui à retourner au bureau, on s'attend à un avenir où le travail à distance et hybride va devenir la norme. Et ça signifie que les employés vont travailler à la fois sur des réseaux d'entreprise, mais également sur les réseaux à domicile. Et donc, vont se déplacer librement entre les affaires et l'activité personnelle en ligne. Et donc, les réseaux et appareils à domicile des employés vont faire partie du réseau de la société. Donc ça va engendrer une augmentation de la fréquence des cyberattaques et surtout de la sophistication des attaques. Et on peut ajouter à ça la pression qui va être exercée par l'augmentation des coûts et la préoccupation au sujet du rendement également des investissements. Donc, on va avoir par exemple des dirigeants d'entreprise et de sécurité qui vont devoir faire face à des choix plus difficiles en matière de sécurité. Donc, les conséquences de tout ça, qu'on peut voir sur la slide suivante. Donc là, ça résume un peu ce que j'ai dit. On peut voir en fait les grandes transformations par rapport à avant le digital. Donc, avant, les utilisateurs étaient principalement des employés. Aujourd'hui, ils vont être davantage donc des employés, des partenaires, des clients, mais également des bots qui vont pouvoir récupérer des données, par exemple.
ou encore le fait que le travail avant était fait majoritairement au travail, alors que maintenant, il peut être fait de n'importe où. Donc, les conséquences de tout ça, donc sur la slide suivante, on peut voir que donc une personne malveillante peut utiliser plusieurs manières dans un premier temps pour réaliser des attaques. Donc, elle peut utiliser des personnes, des ordinateurs, des téléphones, des applications, des messages pour effectuer une attaque. Et donc, des individus, mais également des organisations, des entreprises, des institutions et même les gouvernements peuvent être victimes d'une attaque. Donc, ces attaques peuvent être de différents types. Donc là, on vous a mis 6 exemples d'attaques pouvant être possibles. Donc la première, ça va être le fait de verrouiller les données et les processus. Et par exemple, de demander une rançon en échange de déverrouiller les données. On peut également vous supprimer des informations vitales, donc par exemple pour causer des dommages sérieux à votre entreprise. On peut vous dérober des informations. On peut exposer publiquement des données personnelles. Et on peut arrêter l'exécution de processus et de systèmes d'entreprise pour provoquer des interruptions et des dysfonctionnements dans votre entreprise. Mais pas de panique, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe 5 mesures simples, donc 5 mesures d'hygiène qui vont vous permettre de parer environ 98% de toutes les attaques que j'ai pu vous citer. Donc la première mesure, ça va être d'utiliser un anti-malware. La deuxième, ça va être d'attribuer le minimum de privilèges. Donc ça, je vais vous en parler un peu plus en détail juste après. La troisième hygiène, ça va être d'activer l'authentification multifacteur et d'utiliser des mots de passe complexes qui vont être compliqués à trouver. Donc par exemple, utiliser des caractères, mais également des nombres et des caractères spéciaux. La quatrième mesure, ça va être de mettre à jour ces logiciels, de les mettre à jour régulièrement et quand on reçoit la notification pour mettre à jour son logiciel, de le faire directement et de ne pas attendre plusieurs jours, par exemple. Et enfin, la dernière mesure, ça va être de protéger vos données. Et pour ce point, pareil, je vais vous en parler juste après, un peu plus en détail. Oui, je voulais juste réagir sur la mise à jour des logiciels, c'est assez clé, dans la mesure où, en définitive, une grosse partie des attaques viennent du fait que certains trous de sécurité sont publics. Et donc, les pirates, avant de rechercher de nouveaux trous de sécurité dans un système d'information, vont déjà essayer d'exploiter des failles qui pourraient être liées au fait que le système d'information qu'ils essayent d'attaquer n'est pas à jour. Et donc, ces failles vont continuer à fonctionner. Alors que les éditeurs ont fait les corrections nécessaires, mais si ces corrections n'ont pas été appliquées, quelque part, votre système n'est plus protégé. Oui, exactement, merci. Alors, typiquement, parce que j'en vois encore, vous voyez, du Windows 7 qui traînerait, ou vous voyez, des versions de produits qui auraient dû être éteints il y a déjà plusieurs années, quoi. Oui, c'est pour ça que c'est important de vérifier ce point. Et si on revient donc sur le point, sur le fait d'attribuer le minimum de privilèges, donc ici, ça va être l'objectif d'avoir une posture zéro trust. Donc zéro trust, ça signifie confiance zéro. Donc c'est un état d'esprit où on part du principe que pour protéger son environnement, donc son environnement de travail, il faut tout vérifier explicitement. Donc il faut faire confiance à personne. Ensuite, il faut donner les droits, accès et privilèges minimum. Donc ça va être le fait d'utiliser la règle du moindre privilège. Et enfin, partir du principe que l'environnement est compromis. Donc, on va présupposer la faille. Donc, le but, c'est de toujours chercher des failles et ça va permettre de les trouver, de les anticiper. Et toute cette architecture du Zero Trust, ça va permettre de limiter les risques et d'anticiper les problèmes, donc de les régler plus vite quand ils vont survenir. Et enfin, le dernier point, ça va être sur le fait de protéger directement vos données. Donc pour ça, il y a 3 petites solutions. Donc la première, ça va être d'encrypter vos données sensibles de votre entreprise. Donc comme par exemple les informations financières ou les données personnelles de vos clients. Ensuite, ça va être le fait de faire régulièrement des sauvegardes de vos données, donc pour éviter de les perdre, donc en cas de cyberattaque ou tout simplement de panne du système. Et pour finir, un point assez important, ça va être de former vos employés à la sécurité informatique et à veiller à ce qu'ils suivent les bonnes pratiques de la sécurité. Donc, comme par exemple le fait de ne pas cliquer sur des liens qu'on pourrait recevoir sur nos boîtes mail professionnelles, donc des liens suspects, ou alors de partager des informations sensibles et confidentielles à des personnes qui ne font pas partie de l'entreprise.
Anissa, il y a Aurélie dans le chat qui te demande du coup pourquoi les failles sont-elles rendues publiques et si ça cause problème, pourquoi ne pas arrêter? Alors, ça correspond à quelle faille? Je suis pas sûre Oui, d'avoir. Oui, en fait, Ouais, c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure. Les failles, elles sont rendues publiques parce qu'en définitive, à un moment donné, c'est comme ça que les éditeurs vont aller corriger ces failles. Il y a un pirate où il y a un client qui se rend compte qu'il y a un problème. Ce problème est remonté, donc de façon publique, il est connu. Et à partir de là, lorsque l'on crée des fixes de sécurité au niveau des systèmes, on indique, entre guillemets, quelles sont les failles qui ont été réglées par ce patch de sécurité. Et donc, quelque part, un pirate peut assez facilement aller consulter toutes les failles de sécurité qui ont été corrigées par différents patchs, entre guillemets, de sécurité qui auraient dû être appliqués sur un système. ouais, C'est comme ça que c'est rendu public. Après, c'est pas quand on dit public, c'est pas le tout venant globalement qui va assez facilement avoir la liste de toutes ces failles existantes, mais un pirate qui lui sait que finalement, quand il y a un patch qui s'applique, ça corrige tel et tel et tel et tel problème, va assez facilement être capable de regarder quels sont les problèmes en question et de fabriquer un logiciel ou d'essayer d'attaquer l'entreprise en passant par cette faille de sécurité. ouais, pour aller plus loin, hein, il y a, Microsoft est informé parfois par j'allais dire des gentils hackers, mais c'est plutôt des spécialistes de la recherche ou des éditeurs d'antivirus qui vont indiquer on a détecté une faille. Et à ce moment-là, on va construire un correctif. Et le correctif, on va le rendre disponible. C'est-à-dire que à ce moment-là, très peu de gens connaissent cette faille. Cependant, dès qu'on met en place le correctif, à ce moment-là, on sait ce qu'on corrige. Ouais. Et c'est assez facile pour des hackers de regarder ce qui était avant et ce qui était après. Et donc de trouver ce qui a été corrigé. Oui, vous voyez ce que je veux dire? Et donc derrière, ça facilite, entre guillemets, le travail des hackers. Mais il n'y a pas le choix, il faut corriger. Donc, Ouais. Un hacker peut éventuellement détricoter un patch de sécurité pour essayer de voir effectivement ce que fait ce patch de sécurité, à quoi il sert. Et donc, à partir de là, se dit, bah, tous les systèmes qui n'ont pas ce patch de sécurité, pouf, moi, je vais m'engouffrer et je vais essayer de les attaquer. Et puis, bah, si par hasard, elles n'ont pas fixé leur système, bah, j'y ai accès. et c'est vrai. Mais de temps en temps, je vais vous donner une anecdote. Quand j'étais consultant et que je travaillais justement sur de la base de données, j'arrive un jour chez un client qui me dit ah ben c'est gentil d'être venu, mais en l'occurrence, le poste sur lequel vous devez intervenir, qui héberge la base de données, on a perdu le mot de passe. Je leur ai dit, est-ce que vous avez un poste tiers qui permet d'accéder à la base de données? J'ai créé en fait un petit patch qui m'a permis de créer un compte local sur l'ordinateur et de le déverrouiller. Il ne s'était pas rendu compte qu'à partir du moment où on était administrateur d'une base de données et que en tant qu'administrateur, on avait tous les droits sur le poste, bah, typiquement, on pouvait rentrer par ce biais-là. Voilà. Donc à travers la base de données SQL. Donc il y a des fois, on ne se méfie pas, mais en fait, on donne trop de privilèges. De la même façon, on parlait tout à l'heure de la sécurisation des données personnelles. Si je suis responsable de la création des tables SQL qui vont héberger ma donnée et qu'il y a une donnée sensible et que cette donnée sensible n'a pas été cryptée, ben, en tant que finalement DBA de la base de données, finalement, j'ai accès à toutes les informations. Donc je peux récupérer des numéros de carte de crédit, je peux récupérer enfin, tout un tas d'informations. Parce que je suis l'administrateur de la base. Alors que si, d'un point de vue logiciel, la donnée était enregistrée sans que j'ai moyen, moi, de la décrypter, parce que c'est fait par les gens qui vont développer l'interface front office, par exemple, d'un site Internet, bah, typiquement, j'ai beau accéder à la base de données, je n'ai pas l'information, et donc je ne suis pas capable de l'utiliser voilà, à mauvais escient, entre guillemets. C'est peut-être un peu trop technique, non? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas si Aurélie, ça répond à ta question, mais voilà, n'hésite pas à prendre la parole. En tout cas, merci à tous pour vos réponses sur la question des failles. Je te laisse poursuivre, Anissa. Oui, alors pour finir, on vous a mis 2 liens qui sont assez intéressants sur le sujet. Donc le premier, c'est sur le principe du Zero Trust. Donc c'est une page avec plein de ressources sur comment gérer la sécurité de manière proactive avec justement le principe de la confiance zéro. Et le deuxième lien, c'est une formation en ligne qui est gratuite sur les concepts de base de la cybersécurité.
et qui est très apprenante également. Et nous avons fini. Donc, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions. Super. Merci à tous. Je vais peut-être épingler là-dessus, qu'on puisse le voir aussi. Hop, parfait. Comme ça, on a tous nos intervenants. N'hésitez pas à activer votre micro ou alors à poser des questions directement dans le chat, mais c'est tout. Enfin, voilà, vous pouvez tout à fait activer votre micro si c'est chacun votre tour. Il n'y aura pas de souci. J'ai vu passer une remarque dans le chat à propos du DPO. Donc, il faut pas se tromper. Le DPO, ce n'est pas celui qui donne les droits. Pas celui qui donne les privilèges. Le DPO, c'est vraiment celui qui va lister l'ensemble des processus qui sont en place et il va lister qui accède à ces processus. Ce n'est pas lui qui techniquement va donner les droits. C'est plutôt lui qui, j'ai envie de dire, qui est la référence. C'est lui qui stocke la référence de tous les traitements que vous avez et de qui y accède. Merci En gros, le DPO, il n'a pas besoin d'être technique. D'accord. Stéphanie vous remercie parce que c'est elle qui avait posé la question. Il y a Chris qui nous fait un message assez long dans le chat. Je ne sais pas si vous pouvez le visualiser vous aussi. Donc, il dit que son association, Les Grands Voisins, a gagné un budget participatif de la ville de Paris pour accompagner les sans ordinateur fixe, entre autres. Et pour ce faire, il propose du coup un identifiant centralisé en lien avec la personne et des services, divers services proposés qui peuvent remplacer l'étendue applicative de Google. Donc, courrier, Drive, système de souvenir des mots de passe, liste courrier de diffusion, même un moteur de recherche. Il met en valeur la garantie comme quoi un compte correspond à une personne physique et tous les liens à des identifications externes. Et il demande quels sont les pièges à éviter. Je ne sais pas si vous avez compris la fin, moi je ne suis pas sûre d'avoir compris. Si, c'est-à-dire en fait, ils deviennent entre guillemets les responsables en fait du lien entre les différents services courriel, Drive, etc. proposés et l'individu qui a créé son compte. Donc là, globalement, RGPD va s'appliquer puisqu'à un moment donné, on va devenir en charge du fichier qui permet de faire le lien entre un identifiant et des détails sur la personne permettant de remonter à cette personne. Hein, Mathieu, tu confirmes? Je pense que c'est le cas. Après, le point, c'est d'éviter que cette donnée personnelle, elle s'éparpille sur tous les services qui seront proposés. À un moment donné, si j'ai un seul fichier dans lequel j'ai la donnée personnelle qui me permet de remonter à la personne et que de l'autre côté, en définitive, je n'ai qu'un identifiant qui va me permettre finalement d'accéder aux différents services, bah, finalement, la base principale, c'est la base qui contient de la donnée perso. Ok, très bien. C'est ça, et n'oubliez pas, un identifiant, quelque part, il permet de remonter jusqu'à la personne. Ouais. Surtout si l'identifiant et son nom, prénom sont stockés dans la même table ou la même base. Okay. Après, du coup, on devient fournisseur de services. Donc, tu parlais tout à l'heure du ISO 2000, je ne sais pas quoi, là. ISO 27001. Ouais. En fait, c'est la j'ai envie de dire la norme ou la règle, je ne sais jamais, mais c'est ce qui dicte un peu les fournisseurs cloud de services. Oui, mais donc, quand on devient fournisseur de ce type de service, on doit probablement être dans l'obligation de respecter cette réglementation. Oui, mais c'est très lié à l'hébergement. Hein. Tu vois ce que je veux dire? J'héberge une application, j'héberge une machine virtuelle, j'héberge un site web, j'héberge une base SQL. Tu vois, mais ce qu'on dit toujours, hein, c'est que nous, on va s'assurer que les administrateurs, j'aurais envie de dire, côté data center, puissent pas accéder facilement à la donnée. D'accord? Donc, tout est chiffré, archi-chiffré, dans tous les sens. Votre donnée, en tout cas dans le cas de Microsoft, votre donnée en général, elle n'est pas écrite au même endroit. C'est-à-dire que quand vous avez un fichier, par exemple, qui fait 2 mégas, on va écrire 100K sur un disque, 100K sur un autre disque, 100K sur un autre disque, dans des serveurs qui sont différents. Et les disques sont eux-mêmes chiffrés avec des clés différentes. Donc,
pour que quelqu'un arrive à reconstituer la donnée, je pense qu'il doit être ce que j'appelle le maître des clés, qu'il arrive à toutes les clés de déchiffrement. Voilà. Mais c'est très technique, hein, pas très technique. Donc, ce qu'il faut retenir, 27001, c'est vraiment l'hébergeur de la donnée. L'hébergeur au sens data center matériel. Par contre, vous, ce que vous stockez comme données, c'est vous qui en êtes responsable. Merci beaucoup pour la Bonjour. réponse. Alors, je vois la question sur le cycle de vie d'une donnée. Exactement, c'est Stéphanie qui nous dit je reviens sur ma question sur le cycle de vie d'une donnée, autrement dit, combien de temps est-il possible de la conserver? Alors, c'est une bonne question et c'est vrai qu'on n'y a pas répondu. En fait, normalement, vous pouvez la conserver le temps que vous en avez le besoin. Si par contre, au bout d'un moment, vous n'en avez plus besoin, il faut la supprimer. Alors, combien de temps? Moi, je n'ai pas à l'esprit de règles comme ça. Par contre, j'ai vu qu'une banque, c'était une banque ou une assurance, s'est fait reprendre par la CNIL parce qu'elle avait oublié de supprimer des données 1 an après. D'accord? Et donc, elle a pris une amende. Il y a des réglementations spécifiques aussi sur le domaine bancaire, hein, puisqu'en fait, il y a des obligations légales de la Banque de France qui obligent, entre guillemets, à une traçabilité, à un historique sur un certain nombre d'années. Donc, quelque part, il faut au minimum garder cette donnée détaillée sur un certain temps, mais je crois qu'après, ce qui est demandé dans la réglementation, c'est une donnée agrégée. Donc, les données détaillées doivent être supprimées et on ne conserve que les données agrégées. Donc, effectivement, je pense qu'il y a des éléments différents entre des réglementations, mais ça doit être très spécifique au monde bancaire. Hein. Ce n'est pas forcément de la donnée. Après, J'ai vu la remarque, là, 3 ans pour un prospect. Sincèrement, dans le détail, je ne sais pas vous dire. Moi, 3 ans, d'un œil externe, ça me paraîtrait beaucoup. Mais mais concrètement, un prospect, à ton avis, Philippe, en fait, vous voyez, dans tous les documents de la CNIL, je n'ai pas vu une remarque qui me dit un prospect, c'est tant, un mineur, c'est tant de temps. En fait, un prospect, ça va être très différent. Ça va être fonction de la collecte de la donnée. Je vais donner un exemple. Je viens sur un salon en tant que potentiel client et je dis tiens, je suis intéressé, je vous donne mes coordonnées parce que votre solution m'intéresse. Elle existe peut-être pas encore, mais quand elle arrivera, je serai intéressé pour avoir l'information. À la limite, c'est la personne qui vous a donné ses coordonnées qui est demandeuse d'avoir de l'information. Et si vous avez besoin d'une année, 2 années pour finaliser votre information, bah, peut-être qu'effectivement, c'est raisonnable dans ce mode-là. Après, si vous avez collecté de la donnée parce que vous avez organisé vous-même un événement et vous aviez un formulaire de collecte de l'information et vous voulez envoyer un mailing aux gens qui ont participé à un événement, je pense que 3 ans, c'est long. À mon avis, au-delà de l'année liée à l'événement que vous avez réalisé, la donnée, elle n'est pas légitime, entre guillemets. Okay. Parce que l'événement est passé depuis déjà plus d'1 an et à mon avis, vous aurez du mal à justifier le fait que c'est une donnée dont vous avez besoin, entre guillemets. D'accord. À mon sens, c'est ça la subtilité. Parce que dans les deux cas de figure, c'est des prospects potentiels, mais dans un cas de figure, c'est un prospect qui est demandeur, entre guillemets, d'être enregistré dans un fichier dans lequel il sera averti lorsqu'une solution sera dispo. Alors que dans le deuxième cas, c'est vous qui avez collecté de la donnée obligatoire, entre guillemets, pour participer à un événement. Et là, si cet événement est passé, pour moi, il est plus opportun de le conserver, quoi. Oui, je viens de voir un lien justement sur la CNIL qui dit justement ça. Donc, en conservation en base active, ça va être la durée par rapport à la réalisation de l'objectif. Donc, par exemple, une fois que l'événement est fini, là, il faut supprimer les données. D'accord. Ok, c'est ça. On a quelques autres questions. Donc, Victor, tu demandais du coup si on peut avoir accès au support de présentation. Donc, on la verra par mail, comme disait Philippe tout à l'heure. Et ensuite, Chris demandait, ça coûte combien une dépôt externe? Je vois qu'Aurélie a lève la main aussi. Oui, effectivement, je l'ai laissé parole juste après. Ouais. Écoutez, j'en ai strictement aucune idée. Je ne vais pas vous mentir. Pourquoi je dis ça? C'est parce que
Moi, en tant que consultant Microsoft, j'interviens essentiellement dans des grosses entreprises, des gros groupes, et ils Oui. ont en général ce qu'on appelle un DPO, ou parfois on lui donne un autre nom, mais ils ont toujours un référent interne sur le sujet, quoi. D'accord. Stéphanie dit cher. Mais je sais pas, je sais pas. Encore une fois, tout dépend du traitement et tout dépend des relations, du contrat par rapport au service juridique que vous utilisez peut-être déjà. Donc peut-être qu'il s'est intégré dans le contrat que vous avez sans même que vous le sachiez, quoi. Ça marche. Bon, peut-être laisser la parole à Aurélie. C'est vrai que ça fait un petit moment que je vais lui laisser la parole et je prends les questions dans le chat. Aurélie, est-ce que tu veux te mettre en... Oui, bonjour à tous. Vous Bonjour. m'entendez? Ouais. Ah, parfait. Alors, moi, je vais prendre l'exemple de la société que je viens de créer, une société de massage pour les particuliers et les entreprises. Et de cette sorte, je vais avoir accès à des données médicales. Et j'avais déjà été sensibilisée sur ce sujet. Et je viens de faire le lien avec ce que vous disiez par rapport à l'anonymisation. Est-ce qu'il serait possible de garder les renseignements médicaux, on va dire sur ma tablette, et à côté, sur peut-être une clé USB complètement en dehors de la tablette, un fichier avec l'identifiant et le nom de la personne? Est-ce que ça répondrait bien à la question? Alors, moi, j'y vois un intérêt, hein. C'est-à-dire que ne sont pas stockés au même endroit. Ouais. Le côté médical et j'ai envie de dire ce qui vous permet d'identifier la personne. Le problème que j'ai toujours avec les clés USB, c'est que ça peut se perdre et il faut la chiffrer. Si elle n'est pas chiffrée, quelqu'un qui vole la clé USB et la tablette, parce qu'il est très probable que ça traîne ensemble dans la même sacoche, quelqu'un arriverait à retrouver la donnée. Vous voyez, donc, alors, moi, je suis un ayatollah de la sécurité parce que malheureusement, on doit intervenir chez tellement de clients qui se sont fait avoir que on est obligé de vous mettre en garde par rapport à ça. Mais les clés USB, les tablettes, ça se perd, ça se vole. Donc voilà. Alors après, il y a des systèmes qui sont un peu compliqués, de ce qu'on appelle de hash, c'est-à-dire vous avez des fonctions où à partir du nom d'une personne, c'est comme si vous faisiez comme si vous aviez une fonction. Vous voyez, vous tapez le nom d'une personne, puis ça vous donne une suite de lettres et de chiffres, mais de manière unique. C'est-à-dire que pour cette personne, en donnant son nom et son prénom, vous aurez toujours le même résultat. Mais à partir de ce résultat, vous n'arrivez pas à remonter au nom de la personne. Donc voilà, mais franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce que vous pouvez peut-être utiliser, c'est utiliser des outils un peu j'ai envie de dire, de sauvegarde de mot de passe qui sont chiffrés. C'est-à-dire que vous devez taper un mot de passe pour arriver à un fichier qui va contenir, par exemple, le nom d'une personne et en face son identifiant. Vous voyez? D'accord. Alors, de mémoire, Philippe, je ne sais pas ce que tu utilises. Il y a KeePass, non? KeePass, qui est un outil qui est pas mal, je crois. Oui, après déjà, si le nom, prénom et l'identifiant sont déjà, parce que si on parle d'un fichier Excel, on peut déjà protéger un fichier Excel et le crypter, ce qui fait qu'on accède en fait au nom et au prénom de la personne, qu'à partir du moment où on a le mot de passe du fichier, donc ce qui permet au moins de se dire, tiens, je récupère l'identifiant, ensuite on referme le fichier, et sur la base de cet identifiant, là on va pouvoir accéder aux informations médicales qui seraient dans un deuxième fichier. Déjà, au moins, ça montre indirectement qu'on a fait l'effort d'éviter de tout mélanger au même endroit. Et j'éviterais effectivement, comme le disait Mathieu, de mettre des choses sur des environnements qu'on peut déplacer facilement. Je pense qu'il est préférable d'avoir accès à un fichier qui serait hébergé sur un cloud, peu importe lequel, sur lequel on ne peut y accéder qu'à partir du moment où on s'est authentifié.
parce que si non seulement il faut s'authentifier, mais qu'en plus il y a un mot de passe dans le fichier, déjà pour accéder à l'information, c'est déjà un peu plus compliqué. Ou peut-être tout bête, un fichier que vous stockeriez sur une autre machine et qui serait synchronisé sur votre téléphone. Parce que pour accéder à votre téléphone, il faut que vous tapiez un code PIN, par exemple. Vous voyez? Ouais. Donc là, vous avez une authentification sur votre téléphone qui est nécessaire pour accéder en fonction du nom de la personne à son identifiant. Dans l'idéal, c'est pour accéder à l'information, c'est d'avoir deux sécurités. Une sécurité qui permet de vous authentifier, une sécurité qui vous permet réellement d'accéder à cette information. Parce qu'en fait, il faut que vous passiez les deux barrières pour y accéder. Quelqu'un qui aurait réussi à hacker votre compte Microsoft, par exemple, si vous êtes authentifié avec un compte Microsoft, si à l'intérieur vous avez un drive, mais que les fichiers dans lesquels vous avez de l'information sont cryptés, déjà, la personne n'accédera pas à cette deuxième information. Ou en tout cas, ça sera plus compliqué pour elle d'y accéder. D'accord. Après, quand on pousse le bouchon un peu plus loin, la tablette, j'imagine qu'il y a une authentification qui est faite aussi sur la tablette. Ouais. Donc, on a aussi une sécurité déjà là. Mais si on peut séparer quand même l'identifiant de la donnée médicale, je pense que ce serait mieux. Oui, ça c'est prévu, effectivement. L'origine, avant notre conférence là, je pensais tout bêtement faire ça sur sur feuille papier. Hein. Moi, j'ai mon ostéo qui écrit tout à la main. Hein, donc, et j'ai compris quand j'ai été sensibilisée à ce point pourquoi il écrivait, parce qu'il ne voulait pas s'embêter Ouais. Alors, à avoir tout à renseigner. Quoi. Ouais, attention, le RGPD s'applique aussi au papier. Oui. Ah, d'accord. Oui. Ah. Oui, oui. Bon. Et c'est vrai que je l'avais noté, puis je ne sais pas pourquoi je l'ai supprimé de la présentation, mais le RGPD s'applique au papier. Ah non, tu l'as très bien indiqué. Je vais repartager en fait l'écran. Ouais. On a mis ici, et pas uniquement au travers d'un outil informatique. Hein, ah oui, c'est ça. Données personnelles. Tu as vu, j'ai bien lu ta présentation, Mathieu. Merci, Philippe. Donc, non, effectivement, ça s'applique au papier. Ouais. En tout cas, c'est des présentations qui ne sont pas simples à faire parce que nous, on n'est pas non plus des spécialistes du RGPD. C'est juste le sujet nous intéresse. On a des questions de nos clients sur le sujet, mais il y a des gros experts RGPD qui interviennent dans les groupes du CAC 40. Voilà, l'idée, là, c'était plutôt de vous faire une synthèse de ce qu'on voit sur le site de la CNIL, qui est encore une fois la référence. Hein. Je pense que ça a répondu à beaucoup de questions. Hein. Merci déjà pour cette présentation qui est quand même très complète. Je pense qu'avec les liens, il y a de quoi s'occuper un moment pour ceux qui ont encore des questions. Je pense qu'on va pouvoir terminer. Je pense que voilà, si vous avez une dernière question, peut-être que je peux attendre une minute dans le chat, mais sinon, Stéphanie dit merci pour la présentation. Un grand merci à Aurélie qui a encore signé avec précision tout ce qu'on a pu dire, même si c'était de temps en temps technique. Bon, voilà, encore un énorme merci Aurélie. J'ai repéré une ou deux coquilles hein, quand même. Ah non, c'est toujours super et assurer ça sur si longtemps en plus, c'est toujours assez impressionnant. Ouais. Aurélie va pouvoir se reposer ce soir. Merci. On a des remerciements dans le chat pour Aurélie. Eh ben, écoutez, merci à tous. Merci pour votre participation. On vous communiquera par mail le replay du webinaire et aussi le thème du prochain atelier numérique. Donc voilà, je vais vous souhaiter bonne soirée à tous et je vais pouvoir arrêter l'enregistrement.